Sous le ciel gris plombé caractéristique de Paris, il était exactement 8h45 lorsque j'ai franchi les immenses portes vitrées du Palais des Congrès. Contrairement à la fraîcheur automnale qui régnait à l'extérieur, l'air à l'intérieur était imprégné d'un parfum masculin intense, d'espresso fraîchement moulu et, plus dangereux encore, d'une odeur d'arrogance. Je m'appelle Manon, Manon Lescaut. Pour la plupart des gens, je suis juste une femme invisible d'âge mûr, qui devrait être à la retraite et s'occuper de ses petits-enfants. Je porte un tailleur pantalon beige classique en tweed, un foulard en soie démodé depuis 10 ans autour du cou et un sac en cuir ancien à la main. Aux yeux de tous les occupants de cette salle, je suis probablement la mère d'un des dirigeants présents, ou une professeure de littérature à la retraite qui s'est trompée de salon et s'est retrouvée par erreur dans un salon technologique. Mais il y a une réalité qu'ils ignorent et qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Cette réalité est ma plus grande arme. La sécurité nationale, l'infrastructure informatique et les frontières numériques de la France sont actuellement gérées à partir d'une tablette cryptée spéciale qui se trouve dans le sac de cette femme qu'ils appellent Tante. Je suis comme Cyber, c'est-à-dire le contre-amiral à la tête du commandement de la défense cybernétique. Mais aujourd'hui, ici, je n'ai pas de grade. Aujourd'hui, ici, je suis silencieuse comme un chasseur qui traque sa proie. Avant de raconter comment mon histoire a évolué vers cette nuit du grand effondrement qui a secoué tout Paris, nous devons revenir à ce moment d'humiliation qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Car la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, mes amis. La vengeance est un café chaud et amer, servi avec la bonne stratégie, au bon moment et d'une simple pression sur un bouton. Cette histoire n'est pas seulement le combat d'une femme pour son honneur, c'est aussi une leçon sur la façon dont l'arrogance peut être anéantie. Si vous aimez les histoires où la justice triomphe et où l'intelligence l'emporte sur la force brute, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Car personne ne sortira de cette salle comme avant. Nous sommes dans la salle principale du Palais des Congrès, à ce sommet fastueux intitulé «L'architecture cybernétique du futur», dont les billets sont épuisés depuis des mois. Je suis entourée de jeunes hommes âgés de 20 à 35 ans, vêtus de sweats à capuche de marque valant des milliers d'euros, équipés de montres connectées dernier cri, ivres de leurs rêves de Silicon Valley. Ils se ressemblent tous, ils pensent tous réécrire le monde à coups de lignes de code. Moi, je veux juste mon café du matin. Je me mets dans la file d'attente. Devant moi, un groupe de 4 personnes rit bruyamment et tente de dominer l'espace avec une assurance dérangeante. Leur chef, un jeune homme aux cheveux blonds gominés, vêtu d'un t-shirt noir avec un logo vert fluo au nom, montre sa tablette à ses amis en criant « Regardez, comment j'ai piraté le portefeuille crypto de Pierre. Ça m'a pris 2 minutes. Le cryptage, c'est une blague. Le système bancaire français est aussi troué qu'un fromage suisse et nous sommes des rats, les gars. » Ses amis rient avec admiration. Tu es un génie, Lucas, dit celui à côté de lui. On va fêter ça au Ritz ce soir. Son nom est Lucas, je l'ai noté. La file n'avance pas parce que Lucas et sa bande occupent le barista avec leurs blagues personnelles. Ils ne remarquent même pas que j'attends derrière eux. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis rien pour eux. Je suis un élément du décor. J'ai attendu patiemment. Pour quelqu'un qui a appris à attendre en silence pendant des semaines au milieu de l'Atlantique, dans un sous-marin, qu'est-ce qu'une file d'attente pour un café? Mais lorsque Lucas a pris son café et s'est tourné, son bras m'a heurté. Le sac que je tenais dans ma main a légèrement tremblé. Il ne s'est pas excusé, il ne s'est même pas arrêté. Il m'a juste jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Je connais ce regard. Je l'ai vu 1000 fois dans ma vie. Ce regard qu'un homme porte sur une femme, en particulier une femme d'un certain âge, comme si elle était un objet encombrant. Pardon, ai-je dit, sans élever la voix, en réprimant le ton autoritaire de ma voix, comme une gentille dame parisienne. Lucas s'est arrêté, ses amis ont gloussé. Il s'est tourné vers moi et m'a dévisagé de tête à pied, de ma veste en tweed classique à mes chaussures confortables. Un sourire dégoûtant est apparu sur son visage, destiné à me rabaisser devant tout le monde. Ma tante, dit-il. Sa voix était si forte que les autres géants de la technologie, investisseurs et journalistes présents, se tournèrent pour nous regarder. Je pense que vous vous êtes trompé d'étage. Ici, c'est le sommet sur la cybersécurité. Le club de tricot et le séminaire sur la garde d'enfants sont à l'étage inférieur. Un silence s'est fit attendre dans la salle, puis ces rires horribles et méprisants ont commencé. Lucas continua, se comportant maintenant comme un comédien qui a trouvé son audience. Ou bien tu veux demander le mot de passe du Wi-Fi? Candy Crush ne s'ouvre pas sur ton téléphone? Écoute, le mot de passe est trop compliqué, tu ne comprendras pas. Allez, va nous faire des biscuits ou quelque chose comme ça.
Mon sein ne fit qu'un tour. Ce que je ressentais à ce moment-là, ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la honte. Ce que je ressentais, c'était cette froide lucidité que je ressentais dans la cabine du capitaine d'un navire de guerre lorsque je détectais un sous-marin ennemi sur le radar. Mon pull ne s'est pas accéléré. Au contraire, il a ralenti. Mes pupilles se sont focalisées. Ce gamine pourtant, devant moi, ce gamine gâté, doué mais immoral, ne m'avait pas seulement insulté. Il avait attaqué tout ce que je représentais. Mes années, mon expérience, mon intelligence et ma féminité. Et savez-vous quelle a été sa plus grande erreur? Ne pas avoir reconnu son ennemi. J'ai ouvert le fermoir de mon sac, lentement, calmement. Tu as raison, mon enfant, dis-je. Ma voix ne tremblait pas. J'ai affiché sur mon visage cette sourire doux, inoffensif, de vieille dame. C'était mon camouflage. La technologie est très complexe. Certaines choses s'embrouillent comme dans la vie. J'ai sorti ma tablette de mon sac, une tablette ordinaire dont la coque semblait un peu usée. Lucas et ses amis ont cru que j'allais consulter mes notes pour prendre la recette. Ils ont ri encore plus fort. Le mot de passe, murmurai-je en touchant l'écran de ma tablette, je crois que je n'ai pas besoin du mot de passe. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes, ma tante? Mon doigt resta suspendu au-dessus de l'icône rouge qui lançait l'interface des opérations spéciales de ComCyber. Cette interface donnait accès direct aux tunnels numériques les plus d'ombre de France, aux bases de données les plus secrètes et aux téléphones sécurisés auxquels ce petit prétentieux devant moi accordait une confiance aveugle. Je l'ai regardé dans les yeux. À ce moment-là, il a vu la tendresse de la grand-mère disparaître de mon regard et être remplacée par le regard d'acier d'un amiral. Son sourire s'est figé sur son visage. Il a senti instinctivement que quelque chose n'allait pas, que l'atmosphère avait changé. Mais il était trop tard. « J'aime tricoter, Lucas, dis-je, d'une voix douce et ferme. Tu travailles maille après maille, comme un code. Si tu rates une maille, tout se défait. » Et j'ai appuyé sur le bouton. Cette histoire n'est pas seulement celle de Lucas qui paye le prix de son impolitesse dans une file d'attente pour un café. Lorsque j'ai appuyé sur ce bouton, je ne savais pas encore que je m'introduisais non seulement dans son téléphone, mais dans l'immense réseau de trahison derrière Lucas qui allait secouer Paris. Ce jour-là, dans cette salle, vous verrez comment une tante a mis à genoux les dieux du monde numérique. Mais avant cela, attendez que les écrans s'éteignent. Le spectacle ne fait que commencer. Au moment où j'ai retiré mon doigt de l'écran de ma tablette, le temps s'est comme arrêté dans l'immense salle du Palais des Congrès. Lucas me regardait toujours avec ce sourire narquois et méprisant. Ses amis continuaient à glousser. Le barista continuait à faire mousser le lait. Personne n'avait encore senti l'aiguille invisible qui venait de transpercer le cœur numérique de Paris. Pas encore. Une seconde s'écoula. Lucas agita sa main en disant « Allez, tante, vas-y, tu bloques la file !» 2 secondes s'écoulèrent. Le brouhaha étouffant de la salle, ce bruit assourdissant produit par des milliers de personnes parlant en même temps, s'étapla comme si on l'avait coupé à un couteau. Les gens ne se taisaient pas, ils perdaient un peu l'attention. Au bout de 3 secondes, j'ai levé la tête et regardé les écrans LED 8K géants de 20 mètres de large suspendus au tout chaud de la salle du Palais des Congrès. La diapositive bleue ennuyeuse qui disait normalement « Nouveaux horizons en matière de cybersécurité » avait disparu. À sa place, il y avait un vide noir. Puis, au milieu de ce noir, des lignes de code vert néon commencèrent à défiler. Comme dans un vieux film Matrix, non, c'était bien plus effrayant. Car ces lignes de code n'étaient pas des effets spéciaux hollywoodiens, mais des données brutes, nues et criminelles. D'abord, un murmure s'éleva. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti du spectacle? C'est une simulation de cyberattaque? Lucas tourna la tête et regarda vers le haut. Sa première réaction, comme celle des autres, fut la surprise. « Waouh !» dit-il à son ami à côté de lui. « L'organisation s'est surpassée cette année. Ils ont préparé une belle intro. » Je souris. J'ai pris une petite gorgée de café. Il était délicieux, amer, mais satisfaisant. Les codes défilant sur l'écran ralentirent et devinrent plus nets. Un titre apparut en grosses lettres majuscules. Lucas _génie _hack _bot _v4.2 _du bas crypto wallet Pierre. Le gobelet en carton que Lucas tenait à la main tomba par terre. Le café chaud éclaboussa ses chaussures de sport hors de prix, mais il ne s'en rendit même pas compte. Je regardais, seconde après seconde, le sang se retirer de son visage, sa peau passait du bronze au gris cendré. C'était une œuvre d'art. Il n'y avait pas que des codes à l'écran. Dans une fenêtre qui s'ouvrait sur le côté, les messages de Lucas dans le groupe WhatsApp Fraternité secrète ont commencé à apparaître. Lucas, 8h32, aujourd'hui, on va encore plumer ces vieux investisseurs. Ils salivent dès qu'on leur parle de blockchain. Ils n'y comprennent rien. On va prendre leur argent et s'enfuir aux Bahamas, les gars. Lucas, 8h40,
Pierre est un vrai crétin. Il a mis sa date de naissance comme mot de passe pour son portefeuille. J'ai vidé son compte, il ne s'en est même pas aperçu. Le silence dans la salle n'était plus un silence de stupéfaction, mais un silence de terreur. Les gens ont sorti leur téléphone de leur poche et ont commencé à enregistrer les écrans géants. Les investisseurs, les géants de la technologie, tous lisaient les messages affichés à l'écran. Lucas a essayé de sortir son téléphone de sa poche, les mains tremblantes. Il allait probablement essayer de fermer le système ou d'effacer les données. « Ah, mon garçon !» dis-je calmement. « Ce téléphone ne fonctionnera pas. » Lucas s'est tourné vers moi. Ses yeux reflétaient une peur pure. L'écran de son téléphone était noir. Seul un symbole rouge en forme de cadenas clignotait au milieu. « Vous !» dit-il d'une voix rauque. « Qu'avez-vous fait? Qui êtes-vous » C'est ce qu'on appelle le film de la vie qui défile devant les yeux d'une personne. Mais le film de Lucas était diffusé sur des écrans géants, exposés au monde entier. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour ne pas manquer le plaisir de voir la justice se faire. J'ai mis mon sac à mon bras et j'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule vers la scène. Les gens ont remarqué le changement dans la démarche de cette vieille dame et se sont écartés. Mes épaules n'étaient plus voûtées. Je marchais la tête haute. Chaque pas que je faisais était empreint d'une détermination qui faisait trembler le sol. Alors que je montais lentement les marches menant à la scène, Lucas criait derrière moi. « Hé, c'est ma vie privée, c'est illégal, je vais te poursuivre en justice. » Je suis arrivée au pied du micro. L'organisateur me regardait avec étonnement, mais lorsqu'il a vu la tablette que je tenais dans ma main et l'inscription « Protocole de sécurité nationale, priorité alpha », il a reculé d'un pas. J'ai pris le micro. Ma voix s'est répandue dans toute la salle, parmi les 3000 personnes présentes grâce au haut-parleur. Bonjour, mesdames, messieurs, et j'ai fixé mon regard sur Lucas, qui tremblait, les chaussures couvertes de taches de café, et les enfants, qui demandent le mot de passe Wi-Fi. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte à l'écran. Cette fois, il s'agissait du panneau d'administration d'un site de paris illégal, Bête Noire. Et dans le panneau d'administration du site, il n'y avait qu'un seul nom, Lucas_Mastermind. Je m'appelle contre-amiral Manon Lescaut, ai-je dit. L'autorité dans ma voix était telle qu'elle aurait pu faire trembler les vitres. Commandante de cyberdéfense de la République française. Un soupir collectif s'éleva dans la salle. Gasp! J'adore ce moment. Ce moment où les identités et les préjugés s'effondrent et où la vérité est mise à nu. Tout à l'heure, ai-je dit, en désignant l'écran géant avec ma main, ce jeune homme m'a rappelé que cet endroit n'était pas un club de tricot. Il avait raison, c'est une scène de crime. Lucas tenta de s'enfuir. Il se précipita vers la porte. Mais il avait oublié une chose, j'étais l'amiral et je ne menais jamais une opération seule. Fermez les portes, ai-je dit dans le micro. Toutes les portes de sortie de la salle se fermèrent simultanément dans un clic électronique. Ce clic signifiait la fin de la liberté de Lucas. Tu m'as dit que je ne comprenais rien à la technologie, Lucas, ai-je dit, en m'approchant de lui et en le regardant de haut. Mais ton déso que tu croyais sécurisé était aussi perméable qu'une lentelle pour moi. Il m'a fallu 4 secondes pour pirater ton téléphone. Il m'a fallu 2 secondes pour signaler à la police tout ton réseau de paris illégaux, tes opérations de blanchiment d'argent et le réseau de fraude que tu avais mis en place avec tes amis géniaux. Lucas s'est effondré. Ses amis avaient tenté de se fondre dans la foule pour disparaître, mais notre système de reconnaissance faciale les avait déjà identifiés. Ils se promenaient avec une cible virtuelle au-dessus de leur tête sans même s'en rendre compte. « Ne méprise pas le tricot, mon enfant », lui ai-je dit. Toute la salle retenait son souffle et m'écoutait. « Car tu auras tout le temps de tricoter pendant les 10 prochaines années que tu passeras en détention. Tu pourras peut-être te tricoter une écharpe. Les hivers sont froids en prison. » Un seul applaudissement s'est répandu dans la salle, puis 2, puis 3. Et soudain, ces géants de technologie, ces jeunes génies, cette foule arrogante se mirent à applaudir frénétiquement cette vieille dame debout sur scène, un vieil sac à la main. Ces applaudissements n'étaient pas pour mon ego, ils étaient pour la chute de cette tyrannie, de cette arrogance que tout le monde détestait au fond de son cœur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ah, si seulement elle s'était arrêtée là. Alors que les policiers en civil entraient dans la salle pour emmener Lucas, mon regard s'est posé sur la dernière ligne des codes affichés à l'écran. Parmi les données de Lucas, il y avait quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Une petite extension de fichier crypté. Le nom du fichier, Projet Chimère, cible l'Élysée.
Mon sourire s'est figé sur mon visage. Lucas était un simple escroc, certes, mais sans le savoir, il était un enfant qui jouait au bord d'un océan beaucoup plus grand, beaucoup plus dark et international. Et cet enfant avait, sans le savoir, entrouvert une porte donnant accès aux secrets les plus intimes de l'État. J'ai éteint le micro. Les applaudissements continuaient, mais je ne les entendais plus. Ma croix d'agare laissait place à ce sens de devoir familier et glacial. La pause café était terminée. La guerre ne faisait que commencer. Alors que les applaudissements se transformaient en un murmure sourd derrière moi, je me suis précipitée vers la sortie arrière du Palais des Congrès. Le ciel gris de Paris avait enfin éclaté et une pluie fine et glaciale avait commencé à tomber. Chaque goutte qui battait mon visage effaçait l'adrénaline provoquée par la scène qui venait de se dérouler, laissant place à une peur pure et intense. Je ne moquais plus du visage stupide de Lucas. Son arrestation, son incarcération, tout cela était un jeu d'enfant. Le véritable monstre s'ormait dans la mémoire cache de ma tablette, dans ce petit fichier crypté « Projet chimère, cible, l'Élysée ». Ma voiture officielle noire aux vitres blindées s'est garée sur le trottoir. Mon chauffeur, le sergent Dubois, était ponctuel comme d'habitude. Il a ouvert la porte. « On rentre à la maison, amiral ? Voulez peut-être prendre un café de victoire ?» Il est habitué à mon rôle de tante tricotant. « Conduisez-moi au ministère, Dubois », ai-je dit, sans dissimuler le ton métallique de ma voix. « Éteignez la radio, détachez la batterie de votre téléphone et jetez-la dans le torpilleur. Tout de suite. » Le sourire de Dubois s'effaça. Nos regards se croisèrent dans le rétroviseur. Cet homme qui travaillait à mes côtés depuis des années reconnaissait le ton alerte rouge de ma voix. Il ne posa aucune question. La voiture se fondit silencieusement dans la circulation sur l'asphalte mouillé. À l'arrière, dans cet espace sombre isolé du monde extérieur, j'ai rallumé ma tablette. Accéder au fichier crypté que j'avais copié depuis l'appareil de Lucas revenait à marcher les yeux fermés dans un champ de mine. Un snob comme Lucas, qui ne connaissait rien à la cybersécurité et se contentait d'utiliser des scripts prêts à l'emploi, ne pouvait pas écrire un code de ce niveau. C'était impossible. Ce code était aussi complexe qu'une symphonie de Mozart, aussi précis que le scalpel d'un chirurgien. Ce que vous voyez actuellement à l'écran n'est pas un simple virus. Il s'agit d'une arme cybernétique valant des milliards de dollars utilisée par les États pour s'espionner mutuellement. Que fait cette arme au cœur de Paris, dans le téléphone d'un enfant ? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour que nous puissions continuer à percer les secrets de l'État profond. J'ai commencé à analyser les métadonnées du fichier. Des signatures numériques cachées dans le code. Elles me semblaient familières. Très familières. Cette structure de code ne ressemblait pas aux attaques par force brute des hackers russes. Elle ne ressemblait pas non plus au logiciel d'espionnage industriel chinois. Ce code était élégant, silencieux et français. Bon sang. L'architecture du code était presque identique à celle du protocole Fantôme, développé par mon propre département, comme Cyber. À une différence près, cette version avait été modifiée à des fins offensives et non défensives, et la cible était la ligne spéciale de la présidence à l'Élysée. Lucas n'était qu'un mioule. Comme les passeurs de drogue, il avait introduit une bombe numérique au sommet sans savoir ce qu'il transportait. Le sommet était l'un des rares moments où le réseau sécurisé de l'Élysée était le plus vulnérable, ouvert aux connexions extérieures. Dès que le téléphone de Lucas se connecterait à ce réseau, Chimera s'activerait et s'installerait au cœur du palais. Et moi, en essayant d'arrêter cet idiot, avais-je en fait déclenché ce transfert ? Une sueur froide commença à couler dans mon dos. « Dubois, murmurai-je, changez de cap, nous n'allons pas au ministère. »« Où ça, amiral ?»« Au refuge 4, et ne communiquez votre position à personne, je répète, même au centre. » Si ce code venait de l'intérieur, ce qui semblait être le cas, à qui pouvais-je faire confiance au ministère ? À mon assistant Pierre ? À ce gentil lieutenant qui m'apportait mon café le matin ? Ou à Bernard, le chef des renseignements, qui m'avait convaincu de participer au sommet ? Une notification clignotait sur ma tablette, en rouge. Dans le paquet de données que j'avais récupéré sur le téléphone de Lucas, il y avait un minuteur automatique, et ce minuteur décomptait les secondes. 00:45:00. 45 minutes. C'était le temps qu'il restait à Chimera pour s'intégrer complètement au serveur de l'Élysée et saboter le discours sur l'unité nationale que le président devait prononcer ce soir-là.
Le sabotage ne consistait pas seulement à couper la diffusion, il pouvait s'agir de modifier le texte du discours, de diffuser un faux enregistrement audio ou pire encore, de divulguer les codes nucléaires. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone. Je pouvais appeler directement le président. J'avais une ligne rouge. Mais si la ligne était à écoute, et si Chimera avait déjà infiltré les lignes et allait empêcher mon avertissement et transmettre à la place un message de tout va bien. Amiral, dit Dubois d'une voix tendue, nous avons 2 motos derrière nous. Elles nous suivent depuis 5 minutes. Je ne pense pas qu'il s'agisse de journalistes. Je tournai la tête et regardai par la vitre arrière. Sous la pluie, 2 motards casqués des visières noires se faufilaient entre les voitures comme des requins, se rapprochant de nous. Leurs plaques d'immatriculation étaient couvertes de boue. Ce n'était pas une coïncidence. Ils savaient que j'avais récupéré les données du téléphone de Lucas, et ils voulaient récupérer ces données, ou éliminer la personne qui les détenait. J'ai sorti de mon sac cette vieille boîte à poudre, qui semblait démodée, mais qui était en réalité un brouilleur. « Dubois », je dis, ma voix reprenant son ton d'amiral, « il est temps de montrer ces fameuses techniques de conduite parisienne. » Dubois m'a souri dans le rétroviseur. « Attachez votre ceinture, amiral, ça va secouer un peu. » La voiture a soudainement dévié vers la voie de droite et s'est engouffrée dans la rue étroite et pavée qui longeait la Seine. Les moteurs rurirent. Cette soirée romantique à Paris s'était soudainement transformée en une course-poursuite mortelle. Et moi, avec le secret le plus dangereux de l'État entre les mains, j'étais passé du statut de tante tricotante à agent recherché. Alors que notre voiture officielle filait à 120 km/h sur les pavés mouillés de la route étroite qui longeait la Seine, le nœud familier dans mon estomac se resserra. Dubois maniait le volant comme un chef d'orchestre, mais les lois de physique sont impitoyables. Un véhicule blindé de 2 tonnes ne peut pas danser avec 2 motos agiles. Je regardais derrière moi. L'un de nos poursuivants à moto nous avait dépassés par la droite, l'autre par la gauche. Ils voulaient nous coincer comme dans un sandwich et nous pousser dans le fleuve. Ils n'étaient pas armés, c'étaient des professionnels. Ils voulaient faire croire à un accident. Le commandant Cyber est mort dans un accident de la route. Un titre clair, sans question, sans suspicion. « Amiral, il nous coince !» cria Dubois, essayant de couvrir le rougissement du moteur. Le motard de droite donna un violent coup dans le pare-boue de véhicule. Le bruit de métal ruptant contre le métal me fit grincer les dents. Ma tablette tremblait dans mes mains. Compte à rebours, 00 38 00. Reste calme, Dubois. Je fermai les yeux et ouvris la carte de Paris dans mon esprit. Je connaissais cette ville non pas rue par rue, mais adresse IP par adresse IP. Chaque véhicule moderne est un ordinateur sur roue. Et ces motos, des monstres dernier cri, ultra performants, entièrement contrôlés par un brin électronique. « Dubois », dis-je, en ouvrant une nouvelle ligne de commande. « Combien de secondes avant que nous entrions dans le tunnel du pont de l'Alma ?»« 10 secondes, amiral. Dès que nous entrons dans le tunnel, freinez de toute votre force, mais de toute votre force, assez fort pour nous tuer. » Dubois me regardait effrayé dans le rétroviseur. « Monsieur ? Faites ce que je vous dis. » J'ai rapidement ouvert une nouvelle ligne de commande. Mon objectif n'était pas les connexions Bluetooth des motos, cela aurait été trop amateur. Mon objectif était l'infrastructure Smart City de la mairie de Paris, les systèmes d'électricité et de ventilation du tunnel, et surtout les senseurs de vitesse automatique à l'entrée du tunnel. N'essayez pas ce que je vais faire chez vous, à moins que vous ayez un centre de commande cybernétique sous votre maison. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour que nous puissions continuer à percer les secrets de l'état profond. Nous avons plongé dans le tunnel. Alors que la lumière des lampes au sodium jaillissait au-dessus de nos têtes, les motards avaient l'air victorieux. Le tunnel était étroit et il n'y avait aucune issue. « Maintenant !» ai-je crié. Dubois a freiné brusquement, les pneus ont crissé. Ma ceinture de sécurité s'est enfoncée dans ma poitrine. Au même moment, j'ai appuyé sur la touche entrée. J'ai déclenché le protocole d'urgence du tunnel, mais avec une petite modification. J'ai éteint toutes les lumières du tunnel et mis le système d'extinction d'incendie, c'est-à-dire les sprinklers au plafond, à pression maximale. En un instant, le tunnel a été plongé dans l'obscurité totale et recouvert d'une pluie artificielle intense. Notre véhicule s'était arrêté, mais les motards derrière et à côté de nous, ils ont plongé à 140 km/h dans une obscurité totale et sur une chaussée glissante.
Le bruit était effroyable. Des bruits de dérapage, de frottement du métal sur l'asphalte, puis des bruits sourds de collision. Des étincelles ont jailli dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, les feux rouges d'urgence du tunnel ont commencé à clignoter. La scène était chaotique. Les deux motos étaient à terre. L'un des conducteurs était immobile, l'autre essayait de se relever en titubant. « Continue, Dubois », dis-je en conservant le ton glacial de ma voix. « Nous en avons fini avec eux. » Dubois a accéléré et nous avons quitté ce chaos pour sortir de l'autre côté du tunnel, dans la lumière du soir parisien. « C'était incroyable, amiral », dit Dubois à la voix tremblante. « Ce n'était qu'une manœuvre de diversion », répondis-je en reportant mon attention sur ma tablette. « Notre véritable problème est toujours là. » Compte à rebours, 2h32. Refuge 4 annulé, dis-je soudainement. S'il m'avait trouvé dans la circulation, il pouvait connaître l'emplacement des refuges. La toupe au sein de l'organisation était plus influente que je ne le pensais. Alors, où allons-nous ? À Montmartre, dans le 18e arrondissement, à l'ancienne boulangerie. Dubois était surpris. La boulangerie ? Amiral, vous avez faim ? J'ai esquissé un sourire amer. Non, Dubois, on n'y vend pas seulement des croissants. C'est le seul endroit que le monde numérique a oublié. Alors que notre véhicule gravissait les rues étroites et escarpées de Montmartre, je commençais à analyser plus en détail les données que j'avais récupérées sur le téléphone de Lucas. Et finalement, au milieu de cet amas de codes complexes, je découvris la véritable cible de Chimera. J'en ai eu le souffle coupé. La cible n'était pas le discours du président, la cible était le protocole de synchronisation du réseau énergétique national, qui fonctionnerait en arrière-plan pendant le discours. Chimera allait s'introduire dans le réseau comme un ver et créer un faux signal de surchauffe dans toutes les centrales nucléaires françaises. Ce n'était pas une cyberattaque, c'était une arme de guerre psychologique conçue pour déclencher un chaos physique. Toute la France serait plongée dans le noir, la panique s'installerait et au milieu de ce chaos, me suis-je murmuré à moi-même, qui voudrait plonger la France dans le noir et qui en tirerait profit ? La réponse vint d'un endroit auquel je ne m'attendais pas. Un message provenant d'un numéro inconnu arriva sur l'application de messagerie cryptée de ma tablette. Il n'y avait ni numéro ni nom, seulement un code, très ancien. Expéditeur, le fantôme, message, tu serres la corde trop fort, Manon. Si elle casse, elle ne s'enroulera pas seulement autour de ton cou. Ne viens pas à la boulangerie, elle a brûlé. Ma tablette m'a presque échappé des mains. Le fantôme, ce nom appartenait à quelqu'un qui aurait dû mourir il y a 20 ans, mon ancien partenaire, que j'avais formé, qui m'avait trahi, et qui s'était enfui et qui avait été déclaré mort. « Dubois, arrête !» ai-je crié. Dubois a freiné brusquement. Nous nous sommes arrêtés au sommet de Montmartre, sous la coupole blanche du Sacré-Cœur. « Comment ça, le four a brûlé ?» demanda Dubois. « Il nous surveille », j'ai répondu en regardant les bâtiments, les fenêtres et les sommets autour de moi. Les ombres semblaient bouger, la paranoïa se propageait dans mon esprit comme un virus. Compte à rebours, 2h25. Et maintenant, je devais à la fois empêcher une crise nucléaire et jouer aux échecs avec un fantôme mort. Le fantôme. Au moment où j'ai murmuré ce nom, même les gouttes de pluie sur la vitre semblaient suspendues dans l'air. Jean-Luc, mon élève le plus brillant, mon bras droit, et peut-être même plus. Il y a 20 ans, lors de cette opération ratée à Lyon, j'avais regardé à travers mes jumelles le bâtiment dans lequel il se trouvait exploser. À son enterrement, j'avais salué un cœur vide. Les morts n'envoient pas de message, les morts ne vous protègent pas des pièges tendus dans le four. Amiral ? La voix de Dubois m'a rappelé au présent, sur les hauteurs pluvieuses de Montmartre. J'attends vos ordres. Si le four a brûlé, où allons-nous ? Le compte à rebours commence. Je regardais ma tablette. 2h23. Dans 23 minutes, les réacteurs nucléaires français allaient entrer en guerre contre leur propre système de refroidissement. Et ce qui m'artait, c'était un fantôme mort. « On laisse la voiture ici, Dubois », j'ai dit en ouvrant la porte. « Ici ? Mais, amiral, c'est une cible facile. » Cette voiture n'est plus un blindé, Dubois. C'est un énorme émetteur GPS. Tout ce qui est numérique est désormais notre ennemi. J'ai pris mon sac. Nous descendons dans le monde analogique, sous terre. Sous Paris, il existe une deuxième ville que les touristes ne connaissent pas et qui n'apparaît pas sur les cartes. Si vous aimez les secrets enfouis dans les pages poussiéreuses de l'histoire, aimez cette vidéo car nous allons bientôt descendre dans les stations fantômes. En courant sous la pluie, nous avons atteint l'ancienne porte de service couverte de graffitis derrière le Sacré-Cœur. Je n'avais pas besoin d'un code numérique pour ouvrir la locure, un vieux crochet suffisait. Pendant que Dubois forçait la porte de tout son poids, je surveillais les alentours. Les ombres semblaient bouger, la paranoïa se propageait dans mon esprit comme un virus. Nous sommes entrés, les escaliers en colimaçon étroits et moisis qui descendaient dans les entrailles du métro parisien.
Notre cible était la station Croix-Rouge, fermée en 1939 et jamais rouverte depuis. L'une des stations fantômes de Paris. Il n'y avait pas de Wi-Fi là-bas, pas de réseau mobile, il n'y avait que des rats et des câbles en cuivre oubliés, vestiges de la Seconde Guerre mondiale. En descendant les escaliers, la connexion de la tablette a été coupée. Le message « Pas de connexion » clignotait à l'écran. Pour la première fois, être sans Internet m'apportait une certaine sérénité. Il ne pouvait plus nous surveiller. Lorsque nous sommes arrivés sur le quai de la gare, le silence était assourdissant. Seule la vibration sourde des trains provenant des voies actives lointaines était perceptible. Les affiches publicitaires sur les murs dataient des années 1930, elles étaient défraîchies, déchirées et effrayantes. « Qu'allons-nous faire ici ?» demanda Dubois en éclairant l'obscurité avec sa lampe torche. « Nous allons réveiller de vieux amis, répondis-je, en me dirigeant vers la cabine d'entretien rouillée au bout du quai. À l'intérieur de la cabine se trouvait un immense tableau de commande recouvert de poussière, et dessus un téléphone noir à cadran avec un boîtier en bakélite. Je décrochai le combiné, il n'y avait pas de tonalité. Bien sûr, il n'y en avait pas. Je sortis de mon sac un petit crocodile et un amplificateur de signal. Je dénudai les fils et les connectai directement aux anciennes lignes en cuivre. Ces lignes étaient les ancêtres de l'Internet moderne, la ligne d'urgence du système pneumatique. Je n'ai pas composé de numéro, j'ai simplement attendu. Si Jean-Luc était vraiment en vie, si c'était lui, le fantôme, qui avait envoyé ce message, il devait écouter cette fréquence. C'était un protocole spécial que nous avions mis au point pendant la guerre froide, la fréquence morte. 1 minute s'écoula. Dubois avait sorti son arme et surveillait l'entrée sombre du tunnel. Compte à rebours, 001500. Et puis, le téléphone a sonné. Cette vieille sonnerie mécanique qui faisait vibrer les poumons a résonné dans les murs de la station fantôme. Zir, zir. Je pris le combiné d'une main tremblante. Allô ? À l'autre bout du fil, j'entendais cette respiration familière, légèrement sifflante. Je t'avais dit de prendre ta retraite, Manon. Le tricot est moins stressant que de surveiller une fusion nucléaire. Mes yeux se remplirent de larmes. C'était lui, Jean-Luc. « Tu es mort, dis-je d'une voix brisée. Je t'ai enterré. »« Parfois, il faut mourir pour survivre, amiral, » répondit-il. Sa voix était moqueuse comme autrefois, mais fatiguée. « Gardez vos sentiments pour plus tard. En ce moment, les serveurs de l'Élysée sont en feu. Le protocole Chimera est en phase 4. Comment puis-je l'arrêter? J'ai essayé les codes, je ne parviens pas à franchir le pare-feu. Il y a quelqu'un à l'intérieur, Jean-Luc. Il y a une taupe au ministère. » Il eut un petit rire glacial. La taupe n'est pas au ministère, Manon. La taupe, c'est la personne qui ajuste son uniforme devant le miroir chaque matin. Mon sang se glaça. Que racontes-tu? C'est toi le commandant de la cyberdéfense, Manon. Les mots de passe sont tes mots. Tu as les droits d'accès. La signature qui a chargé Chimera dans le système est la tienne. Je restais figé. C'est impossible, je n'ai rien fait. Ce n'est pas toi qui l'as fait, dit Jean-Luc, mais c'est ton double numérique. Les données que tu as récupérées sur le téléphone de Lucas, ce n'était pas un piège, Manon. C'était un dispositif de copie. Lorsque tu as téléchargé ces données sur ta tablette, Chimera a copié tes données biométriques, ton scan rétinien, ta fréquence vocale. À présent, le système pense que c'est toi qui as orchestré l'attaque. Le téléphone m'a presque échappé des mains. Un complot parfait. Il ne se contentait pas de provoquer une catastrophe nucléaire, il faisait porter le chapeau au soldat le plus fiable de France, à moi. Je ne mourrai pas en héros, je passerai à la postérité comme un traître à la patrie. Ils m'ont eu, murmurai-je. Mon accès au système a été bloqué, je ne peux pas arrêter le compte à rebours. Tu ne peux pas l'arrêter digitalement, Manon, mais tu peux l'arrêter analogiquement. Comment ? Le cerveau du système n'est pas à l'Élysée, ce n'est qu'une vitrine. Les vrais serveurs, cette boîte noire qui contrôle les systèmes de refroidissement, se trouvent dans l'ancien abri sous le musée du Louvre. Il y a un kill switch physique. Au Louvre ? Je ne peux pas y entrer. Il y a sûrement des policiers partout. Les policiers te recherchent, Manon. Tu es même passé dans les bulletins d'information en tant qu'amiral en fuite. Allume la radio, tu l'entendras. Dubois me regarda avec effroi. Il avait compris.
Mais tu n'es pas seul, dit Jean-Luc. Je vais te donner des coordonnées. Il y a une porte là-bas. Et derrière cette porte, il y a mes jouets que j'ai collectionnés pendant 20 ans. Nous allons entrer dans le Louvre, Manon, ensemble. Pourquoi m'aides-tu? Après t'être caché pendant des années, pourquoi maintenant? Il y eut un bref silence. Parce que, dit Jean-Luc, sa voix s'adoucissant pour la première fois, ce n'est pas le tricot que tu m'as appris, mais le combat. Et mon amiral, on ne laisse jamais son capitaine seul quand un navire coule. Le téléphone raccrocha. Le combiné dans la main, je restais figé dans un silence de mort. J'avais été déclaré traître à la patrie. Toute la police et les services secrets français m'avaient à ses trousses. Il ne restait que 10 minutes avant une catastrophe nucléaire, et mon seul allié était un homme mort. Je me suis tourné vers Dubois. Vérifiez votre arme, sergent, et si vous savez prier, commencez. Où allons-nous, amiral? J'ai mis mon sac sur le bot, j'ai essuyé les larmes de mes yeux, mon regard froid et meurtrier est revenu. Au musée, ai-je répondu, pour réécrire un peu d'histoire. Les choses ont dérapé. Manon n'est plus une chasseuse mais une proie. Toute la France est à ses trousses. Que cache le musée du Louvre? Comment Manon et son partenaire mort vont-ils s'infiltrer dans le musée le plus gardé du monde? Ce n'est pas un cambriolage, c'est une opération de sauvetage. Retenez votre souffle. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Lorsque nous sommes sortis des égouts avec Dubois pour rejoindre le quai d'Ombre sous le pont des Arts, l'odeur de la Seine m'a piqué les narines. Les coordonnées indiquaient cet endroit, mais il n'y avait ici que des tas d'ordures, les eaux troubles de la fleuve et les sans-abri de Paris. Compte à rebours, 000900. Il n'y a personne, amiral, dit Dubois, en cachant son arme sous sa cape. C'est peut-être un piège. À ce moment-là, une vieille trappe d'égout recouverte de graffitis s'ouvrit bruyamment au bord de la rivière. Un homme au visage couvert de cicatrices de brûlure, aux cheveux blancs comme neige, vêtu d'une vieille combinaison de technicien, en sortit. Jean-Luc. Le jeune homme beau et plein de vie d'il y a 20 ans avait disparu. À sa place se trouvait désormais une statue sculptée par la guerre et la clandestinité. Il ne nous regarda même pas. Il se contenta d'agiter l'appareil qui ressemblait à un vieux compteur Geiger. Aucune trace numérique, vous êtes propre. Dépêchez-vous, nous devons entrer avant l'arrivée des touristes. Sans dire un mot, nous l'avons suivi dans ce trou sombre. Les escaliers nous menaient aux fondations du musée du Louvre, au rempart de l'ancien château du XIIe siècle. « Je ne te prendrai pas dans mes bras, Manon, » dit Jean-Luc, alors que nous avancions dans le tunnel étroit. Sa voix était métallique. Nous n'avons pas le temps. Quand les réacteurs nucléaires auront fondu, il n'y aura plus personne à serrer dans ses bras, répondis-je. Quel est le plan? Jean-Luc s'est arrêté et a ouvert son sac à dos. Il en a sorti 3 étranges appareils artisanaux. Le système de sécurité du Louvre est géré par le logiciel Argus que tu as écrit, Manon. C'est l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Reconnaissance faciale, capteur thermique, détecteur de mouvement, même une mouche qui entrerait à l'intérieur serait détectée. Je sais, ai-je répondu. C'est moi qui l'ai conçu. Il est infaillible. Jean-Luc sourit amèrement. Chaque système a un point faible. Sais-tu quel est celui d'Argus? L'ancienneté. Il me tendit l'un des appareils. C'était un générateur de champs magnétiques vibrants muni de bobines de cuivre. Argus chasse les signaux numériques, dit Jean-Luc. Mais ces petits bijoux créent une bulle analogique de 3 mètres autour de nous. Ils ne nous verront pas passer devant leur capteur. Ils nous prendront pour du bruit statique ou des vibrations de tuyaux. Il n'y a qu'une seule règle, nous ne devons pas nous éloigner de plus de 3 mètres les uns des autres. Sinon, la bulle éclatera et les forces spéciales nous tombent dessus, conclut Dubois. Nous entrons dans le musée le mieux protégé au monde, non pas par la porte arrière, mais par le sol. Aimez la vidéo pour découvrir les secrets qui se cachent derrière le sourire de Mona Lisa et savoir comment s'est terminé ce cambriolage, cette opération de sauvetage. Silence, les capteurs écoutent. Nous avons ouvert une porte rouillée au bout du tunnel et nous nous sommes retrouvés sur le célèbre sol en marbre lisse du Louvre. Nous étions dans le dépôt de l'aile Sully. Autour de nous, il y avait des statues emballées et des tableaux en attente de restauration. Mais le problème ne venait pas des œuvres d'art, le problème venait de la grille laser au bout du couloir. Compte à rebours, 01 minute 30. Vous êtes prêts? A demandé Jean-Luc. Il a mis son appareil en marche. Un bourdonnement à basse fréquence s'est fait entendre. Tous les 3,
Comme des alpinistes reliés entre eux par une corde invisible, nous nous sommes avancés côte à côte entre les lasers. Les lumières rouges passaient au-dessus de nous, mais l'alarme ne s'est pas déclenchée. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je marchais dans le ventre du monstre que j'avais moi-même conçu. Nous avons traversé le couloir. Nous sommes arrivés dans la galerie principale et nous nous sommes arrêtés là. Car Jean-Luc n'avait pas prévu une chose. Le musée était fermé, mais il n'était pas vide. À l'entrée de la salle où était exposée la Joconde, 4 agents de sécurité en tenue complète montaient la garde. Et ce n'étaient pas des agents de sécurité du musée. Leurs uniformes arboraient le logo noir de l'oiseau phénix, symbole de ce maudit projet Chimera. « Ils sont à l'intérieur », murmurai-je. L'individu est arrivé avant nous. Jean-Luc m'attira derrière une colonne. La salle du kill switch se trouve dans le couloir derrière ces gardes. Nous ne pouvons pas atteindre le bouton d'arrêt d'urgence sans passer par eux. Dubois vérifia son arme. Ils sont 4. Je m'occupe de 2 d'entre eux. Les 2 autres? Non, dis-je sèchement. Si des coups de feu sont tirés, toute la police de Paris va débarquer ici. Nous devons agir silencieusement. Jean-Luc fouilla dans son sac. J'ai encore un vieux truc dans mon sac. Ce qu'il en sortit, ce n'était pas une grenade, c'était un vieux magnétophone poussiéreux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Dubois perplexe. « Une illusion sonore » répondit Jean-Luc. Il inséra la cassette. « Je vais la lancer dans le conduit d'évacuation. Le son résonnera comme s'il provenait du 3e étage. Pendant qu'ils monteront en courant, nous nous faufilerons en bas. » Jean-Luc, après avoir réglé le magnétophone, le laissa dans le conduit d'évacuation avec un minuteur serré à 30 secondes. Nous attendîmes. Compte à rebours. 004 minutes. Et soudain, un terrible bruit de verre glacé retentit à l'autre bout du musée, suivi de bruits de lutte. Le son était si réaliste que même Dubois sursaute. Les gardes se précipitèrent sur leur radio. « Code rouge, contact dans l'aile des noms, nous avons besoin de renforts. » Les 4 hommes s'enfuirent en courant. « Maintenant » murmura Jean-Luc. Nous nous mîmes à courir. Sur la pointe de nos chaussures pour étouffer le bruit de nos chaussures, nous passâmes comme des fantômes à côté des trésors les plus précieux de l'histoire. Et enfin, nous atteignîmes cette porte. Une porte qui ressemblait à une simple porte de salle de nettoyage, mais qui était en réalité faite d'acier de 50 cm d'épais. La salle du kill switch. Jean-Luc connecta un appareil au panneau de la porte. Je craque le code. 10 secondes. Manon, me dis-je. Tu vas y arriver, tu vas sauver la France. Mais lorsque la porte s'ouvrit, la scène qui se présenta à mes yeux me glaça le sang. La pièce n'était pas vide, et la personne à l'intérieur n'était pas un soldat ennemi. À l'intérieur, devant d'énormes baies de serveurs, une personne attendait, un pistolet à la main. C'était mon assistant, Pierre. Ce jeune lieutenant loyal qui m'apportait mon café le matin et me disait « À vos ordres, amiral ». Il avait son arme pointée sur nous, ses mains tremblaient, ses yeux étaient remplis de larmes. « Je ne suis pour rien, amiral », répondit Pierre en élevant le chien. « Ils m'ont forcé, ils ont pris ma famille en otage. Fermez la porte et partez, s'il vous plaît. » Sur l'écran derrière lui, les graphiques de température des centrales nucléaires étaient passés au rouge. Compte à rebours, 02 minutes 15. Jean-Luc était figé. Dubois pointa son arme sur Pierre. Je me contentais de regarder dans les yeux de ce garçon, ce traître qui était pourtant clairement une victime. « Pierre, dis-je, calmement, baisse ton arme, sinon Dubois va te tirer. »« Je ne peux pas, amiral, » répondit Pierre en levant le chien. « Je ne peux pas laisser éteindre le système. Si vous le faites, ils tueront ma femme et ma fille. » J'avais 2 options. Soit je tirais sur Pierre et je sauvais la France, soit je tentais de le convaincre au risque d'une catastrophe nucléaire. Et le temps nous était compté. Le canon de l'arme que Pierre tenait dans sa main allait et venait entre ma poitrine et le front de Dubois. Les larmes qui coulaient de ses yeux laissaient des traces sales sur ses joues. Derrière lui, les voyants rouges clignotaient sur l'écran, indiquant à quel point les réacteurs nucléaires étaient proches du point de fusion. Compte à rebours 001:45. 1 minute 45 secondes. Un laps de temps si court pour la chute d'un empire, si long pour le désespoir d'un père. « Pierre », dis-je. J'effaçai le ton autoritaire de ma voix. À la place, je pris celui de Manon qui lui avait dit « Bienvenue mon garçon » le jour où il avait commencé à travailler au ministère. Je fis un pas en avant. Dubois siffla « Amiral, ne faites pas ça », prêt à appuyer sur la gâchette.
J'ai levé la main pour arrêter Dubois. Je n'ai pas quitté Pierre des yeux. Tu peux appuyer sur la gâchette, Pierre, ai-je dit calmement. Tu peux me tuer ici, mais si tu fais ça, les réacteurs d'Éponel vont fondre. Quand le nuage radioactif atteindra Paris, tu crois que les hommes qui retiennent ta femme et ta fille vont les protéger? Ou vont-ils les abandonner dans un sous-sol pour qu'elles meurent? Pierre sanglota. Sa main qui tenait l'arme tremblait davantage. Je n'ai pas le choix. Ils me surveillent. Je les entends dans mes écouteurs. Si je n'éteins pas le système... Ce ne sont que des voix, Pierre, dis-je en m'approchant d'un pas. J'étais désormais au bout du canon. Je sentais le métal froid contre mon front. Mais je suis là, et je te promets, si tu baisses ton arme et me laisses éteindre le système, je trouverai les propriétaires de ces voix. Je les trouverai, et s'ils touchent un seul cheveu de ta fille, je leur ferai vivre l'enfer. Tu sais que j'en suis capable. Il le savait. Il savait mieux que quiconque qui j'étais et ce dont j'étais capable. Ses yeux reflétaient un combat entre la peur et la confiance. Compte à rebours, 000050. Amiral, murmura-t-il, et il baissa son arme. À ce moment-là, Jean-Luc bondit comme une panthère. Il poussa Pierre sur le côté et se précipita vers la console principale. Je courus à ses côtés. Pierre était effondré sur le sol, le visage enfoui dans ses mains, en larmes. « Où est l'analogue override » cria Jean-Luc. « Sous le levier rouge, dans la boîte scellée » répondis-je. Jean-Luc brisa la boîte. À l'intérieur se trouvait un énorme interrupteur à l'ancienne. Un interrupteur purement mécanique, non numérique et impossible à pirater. Compte à rebours, 000015. Jean-Luc a saisi l'interrupteur. Si on l'actionne, on coupera non seulement les réacteurs, mais aussi l'électricité de la moitié de Paris. Les hôpitaux, les métros, tout s'arrêtera. C'est mieux que de voir la France brûler, ai-je répondu. Appuie. Jean-Luc a abaissé l'interrupteur de toutes ses forces. Parfois, la seule façon de sauver un système est de le détruire. Aimez la vidéo pour ressentir l'extinction des lumières, la fin de ce bruit numérique, car c'est maintenant que commence la véritable obscurité. D'abord, le bruit des ventilateurs des serveurs dans la pièce s'est arrêté. Ce bourdonnement électronique s'est tu. Puis, les écrans se sont éteints. Les lumières rouges se sont éteintes. Dans cette salle secrète sous le Louvre, il ne restait plus que nos respirations haletantes et les sanglots de Pierre. Le silence. Un silence absolu. Analogique. Nous avions réussi. Nous avions physiquement coupé la connexion de Chiméra. Les réacteurs allaient passer automatiquement en mode sécurité. Paris était plongé dans le noir, mais il était vivant. Mais le silence fut rompu par la sonnerie du téléphone dans la poche de Pierre. Cette mélodie qui fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Pierre sortit le téléphone en tremblant, il activa le haut-parleur. « Papa » dit une voix de fillette. « Papa, il n'y a plus de lumière, j'ai peur. » Puis une voix étouffée et déformée s'est immiscée dans la conversation. « Mauvais choix, Pierre. L'accord est rompu. » Et le téléphone s'est éteint. Pierre hurla et jeta le téléphone. « Ils vont les tuer à cause de vous !» Dubois saisit Pierre par les épaules. « Calme-toi. Sais-tu où il se trouve ?» À ce moment-là, je ramassai le téléphone qui avait été jeté par terre. Le téléphone était éteint, mais la station de base d'où provenait le dernier signal, Manon Lescaut ne se laissait pas prendre au dépourvu. « Jean-Luc, dis-je en regardant ses yeux brillants dans l'obscurité, donne-moi le compteur Geiger et le générateur de champ magnétique. Que vas-tu faire ?» Je ne peux pas trianguler le signal du téléphone, le réseau est en panne, mais ces types sont des pros. Ils ont dû utiliser une fréquence radio à ondes courtes pour communiquer avec Pierre. S'ils ont un émetteur de secours... Jean-Luc sourit. « Tu vas suivre la fréquence. » À ce moment-là, nous avons entendu le bruit de lourdes bottes provenant de l'intérieur du musée. « Police, rendez-vous. GIN, faites sauter la porte. » Nous étions encerclés. Dehors, toute la police française nous attendait pour nous arrêter en tant que traîtres à la patrie. À l'intérieur, il y avait un homme dont la famille était au bord de la mort. « Partez, » dit Pierre. Il se leva, son expression avait changé. Il ne pleurait plus. Ses yeux reflétaient un calme effrayant d'un homme qui avait tout perdu. « Quoi ?»« Je vais les retenir, » dit Pierre en ramassant l'arme qu'il lisait par terre et en se dirigeant vers la porte.
Je dirais que c'est moi qui ai piraté le système et que je vous ai pris en otage. Je prendrai la responsabilité du crime. Pierre, ne soyez pas ridicule. Ils vous mettront en prison. Vous serez condamné à perpétuité. Pierre se tourna vers moi. Si vous ne sortez pas d'ici et ne trouvez pas ma femme et ma fille, je suis déjà un homme mort. Partez, fuyez par ce tunnel secret. Et please, sauvez ma fille. Il se dirigea vers la porte. Pierre, dis-je. Il s'arrêta, il parla sans se tourner. Merci pour le café, amiral. Vous rendiez mes matins agréables. Il ouvrit la porte et sortit en levant les mains dans les airs. Ne tirez pas, je me rends, les autres se sont échappés. Jean-Luc m'a attrapé le bras. Manon, il a fait la chose la plus honorable qui soit. Ne gâche pas son sacrifice. Allez-y. Une larme coula de mon œil, mais je n'avais pas le temps de l'essuyer. Pierre nous avait fait gagner du temps. C'était maintenant à mon tour. Dubois, Jean-Luc et moi avons emprunté l'ancien tunnel d'aération situé à l'arrière de la pièce. Paris était plongé dans le noir. J'étais recherché. Et quelque part, une petite fille tremblait de peur. Il ne s'agissait plus de la sécurité de l'État, c'était désormais une affaire personnelle. Un père s'est sacrifié, un commandant s'est enfui, Paris est sans électricité et chaotique. Qui détient la famille de Pierre? À qui appartient cette voie modifiée? Manon, dans une ville plongée dans l'obscurité, pourra-t-elle trouver cette maison avec des méthodes analogiques? Indice, la réponse se cache dans le plus grand péché du passé de Manon. Lorsque nous sommes sortis du tunnel d'aération sous le Louvre pour rejoindre les célèbres catacombes de Paris, remplies d'ossements, nous avons ressenti pour la première fois l'effet du commutateur actionné par Jean-Luc. Les catacombes sont normalement éclairées par une lumière tamisée, mais à présent, elles étaient plongées dans l'obscurité totale. Seule la lumière jaune de la vieille lampe militaire que Jean-Luc tenait à la main et la respiration haletante de Dubois venaient troubler le silence. Et puis, il y avait ce bruit. Le cliquetis rythmique du détecteur de signaux que Jean-Luc tenait à la main. Clic, clic, clic. Le signal s'intensifie, dit Jean-Luc en se baissant pour éviter de heurter un crâne accroché au mur. Nous allons vers le nord, vers la limite du 18e arrondissement, du côté de Saint-Ouen. Je m'arrêtai. Saint-Ouen. Le nœud froid dans mon cœur se transforma en un point de glace. Je sais, dis-je dans l'obscurité. Ma voix résonna sur les murs du cimetière. Je sais où nous allons. Dubois se tourna vers moi. Où ça, amiral? Pourquoi ont-ils emmené la famille de Pierre là-bas? Parce que cet endroit n'apparaît pas sur les cartes, répondis-je. C'est le dépôt 42. Il y a 15 ans, je l'ai construit sur ordre du ministère, puis je l'ai incendié de mes propres mains. On dit que tout le monde a un cadavre dans le placard. Mes miens sont cachés dans un entrepôt abandonné au nord de Paris. Aimez la vidéo pour découvrir le plus grand péché de Manon et le lieu de naissance de Chimère. Le passé revient nous hanter. Lorsque nous sommes sortis des tunnels et avons atteint la zone industrielle de Saint-Ouen, le paysage ressemblait à un décor de film post-apocalyptique. L'électricité était coupée, les lampadaires étaient éteints. Au loin, on pouvait voir de la fumée s'élever du centre de Paris, plongé dans l'obscurité, et entendre des bruits de pillage. Le chaos avait commencé. Mais nous ne marchions pas vers le chaos, mais vers le silence. Le dépôt 42 se dressait devant nous, avec ses portes en fer rouillé et ses murs recouverts de vignes vierges. C'était autrefois une usine textile, puis c'est devenu mon centre de formation, l'endroit où je rassemblais les jeunes hackers les plus talentueux et les plus dangereux de France pour en faire des armes au service de l'État. Projet Icarus. Je me souviens de cet endroit, dit Jean-Luc en regardant le bâtiment. Tu donnais des cours ici, tu étais très sévère. Tu n'enseignais pas aux enfants à coder, mais à détruire. Et l'un d'entre eux a très bien appris, dis-je. Trop bien. Dubois sortit son arme. Il y a du mouvement à l'intérieur? Jean-Luc regarda son appareil de détection. Le signal provient du sous-sol du bâtiment. Il est stable, il n'y a aucun mouvement. Nous arrivâmes à la porte. La serrure était rouillée par les années, mais un nouveau verrou magnétique électronique avait été installé. Ironie du sort. Jean-Luc abaissa l'interrupteur, ce qui nous permit d'entrer facilement. Nous nous sommes glissés silencieusement à l'intérieur, Dubois devant, nous derrière. L'intérieur sentait la doucière, la moisissure et les câbles brûlés. Nous descendîmes les escaliers jusqu'à l'ancienne salle des serveurs inodorisée. Et là, au milieu de la pièce, éclairée par une seule lampe de secours, nous les vîmes assis sur des chaises. Sophie, la femme de Pierre, et leur petite fille Léa, endormie dans ses bras. Ils avaient les mains liées, ils avaient la bouche bâillonnée, mais ils étaient vivants.
Sophie a écarquillé les yeux en nous voyant. Elle a essayé de pousser un cri étouffé. « Chut !» dit Dubois, en se précipitant vers eux pour les détacher. « Silence, c'est Pierre qui nous envoie. Vous êtes sécurisés. » Sophie s'est jetée dans les bras de Dubois en pleurant. « Ils ont dit qu'ils allaient nous tuer. Un homme, masqué. » « Il est parti ?» demandai-je en scrutant les coins noirs de la pièce. « Je ne sais pas. Il est parti il y a 1 heure. Mais avant de partir, Sophie désigna d'une main tremblante un énorme écran fer éteint à l'autre bout de la pièce. Il nous a dit d'allumer ça. » Jean-Luc s'approcha du moniteur. C'était un vieux moniteur à tube cathodique, mais il était relié à un mini-ordinateur moderne à l'arrière. « Est-ce un enregistrement ?» demanda-t-il. « Non, répondis-je en remarquant le voyant rouge allumé sur le moniteur. C'est une diffusion en direct. » Et à ce moment-là, le moniteur s'alluma. Une image verte et grisillante apparut. Une pièce sombre et un homme assis sur une chaise, le visage dans l'ombre. « Bienvenue, maman », dit la voix. La voix rauque et modifiée avait disparu. Elle avait été remplacée par une voix claude, calme et familière. Mon souffle se coupa. « Gabriel ?» L'homme dans l'ombre se pencha en avant. Son visage apparut dans la lumière. Un homme d'une 30aine d'années, avec une profonde cicatrice au-dessus de l'œil gauche, Gabriel. Le sujet numéro 1 du projet Icarus. Ma plus grande réussite et ma plus grande erreur. Je suis heureux que vous me reconnaissiez, amiral. Quand vous m'avez laissé mourir dans cet incendie, j'ai cru que vous aviez oublié mon visage. Je ne t'ai pas laissé mourir, dis-je d'une voix tremblante. Tu avais perdu le contrôle, tu piratais les banques, tu ruinais la vie des gens. Je devais t'arrêter. C'est toi qui m'as créé, Manon. Tu m'as appris qu'il n'y avait pas de limite. Puis quand j'ai dépassé ces limites, tu as essayé de me détruire. Mais regarde, je suis là, et j'ai détruit ton ordre tant aimé. Laisse la famille de Pierre tranquille, Gabriel, ils n'y sont pour rien. Gabriel sourit. Ils sont déjà libres, ils n'étaient qu'un appât pour t'attirer ici, là où tes péchés ont commencé. Ma véritable targette n'est pas la famille de Pierre. Ma véritable targette est toi, Manon. Ou plutôt, ta réputation. Qu'as-tu fait ? Tu te souviens du protocole Chimère. Ce n'était pas seulement un moyen d'attaque, c'était un moyen de produire des preuves. En ce moment même, un dossier est envoyé à toutes les agences de presse, tous les journaux et tous les services de renseignement français. Sais-tu ce qu'il contient ? Je restai silencieux. Tes ordres signés, la manière dont tu as utilisé illégalement des enfants comme moi, la manière dont tu as manipulé les élections, et surtout, des preuves fausses mais irréfutables que tu as personnellement planifié la coupure d'électricité de ce soir pour mener un coup d'État. Tu me calomnies. Non, Manon, je fais simplement ce que tu m'as appris. Je réécris l'histoire. À l'heure actuelle, tu n'es pas une héroïne, mais une traîtresse à la patrie. Pierre va pourrir en prison. Quant à toi, tu mourras en fugitive. Gabriel se pencha en arrière. Ah, au fait, je crois qu'il n'y a pas d'issue au dépôt 42. Tu as remarqué la serrure magnétique sur la porte ? Elle était ouverte parce qu'il n'y avait pas d'électricité, n'est-ce pas ? Jean-Luc écarquilla les yeux. Ce n'est pas possible. Si, dit Gabriel, mon système est relié à un générateur indépendant, et je viens de le mettre en marche. Soudain, un grand clac retentit dans le dépôt. Les portes se verrouillèrent, puis un gaz commença à s'infiltrer dans le dépôt en sifflant à travers les bouches d'aération. Du gaz Allons, dit Gabriel. Il est utilisé pour éteindre les incendies dans les salles de serveurs. Il absorbe l'oxygène. Il ne brûle pas les poumons, il les endort simplement, pour toujours. Le moniteur s'éteignit. Il ne restait plus que le sifflement du gaz et les cris de Sophie. « Les masques !» cria Dubois. « Nous n'avons pas de masques !» Jean-Luc courut vers la porte. Il la souleva. Elle ne bougeait pas. « Elle est verrouillée, un joint magnétique !» La pièce se remplissait rapidement de gaz. Je commençais déjà à voir la tête qui tournait. Je regardais Sophie et Léa allongées sur le sol. J'étais venue les sauver, mais maintenant, nous allions tous être étouffés par les fantômes de mon passé. « Manon !» dit Jean-Luc en me secouant. « Réfléchis, c'est toi qui as conçu cet endroit. Il doit y avoir une porte dérobée. Il doit y avoir une issue. » Je me creusais la tête. L'oxygène diminuait. 15 ans auparavant, les plans architecturaux. La ventilation, murmurai-je. Non, c'est de là que vient le gaz. Les égouts. Non, ils sont fermés. Puis, je me suis souvenu. Les égouts de l'ancienne usine textile, sous le sol. Le sol, ai-je crié en écartant le tapis. Il y a une trappe dans le sol. Elle mène aux anciens réservoirs de peinture. Dubois et Jean-Luc ont tiré le tapis. Elle était là, une trappe ronde et rouillée. Elle ne s'ouvre pas, a dit Dubois en forçant sur la valve. Elle est coincée. Le gaz avait envahi la pièce. Ma vision se brouillait. Sophie s'effondra en toussant. « Jean-Luc, dis-je en m'agenouillant, aide-moi !»
Alors que les dernières bouffées d'oxygène dans mes poumons s'épuisaient, je voyais flou Dubois s'accrocher à la vanne rouillée avec une force surhumaine. Jean-Luc avait coincé le levier qu'il tenait dans sa main sur le bord du couvercle et tirait de toutes ses forces, comme si ses veines allaient éclater. Sophie s'était effondrée sur le sol, Léa dans ses bras. La voix de Gabriel résonnait dans mes oreilles. « Dors pour toujours, Anne ». Mes yeux étaient au point de se fermer, et puis j'entendis ce cri aigu produit par le frottement du métal contre le métal. « Geek !» Le couvercle s'ouvrit centimètre par centimètre grâce à un dernier effort de Dubois. Une odeur d'œuf pourri et de déchets chimiques échappa de l'intérieur. Mais pour moi, cette odeur était le plus beau parfum du monde, car elle contenait de l'oxygène. « Descendez !» cria Jean-Luc en poussant Sophie dans l'espace sous le couvercle. Sophie et Léa ont été les premières à glisser dans ce trou obscur. Puis Dubois. Enfin Jean-Luc m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans l'obscurité. Au moment où je me suis laissé tomber dans le vide, j'ai vu la fumée blanche du gaz qui remplissait complètement la pièce au-dessus. Si nous étions restés une seconde de plus, la légende de Manon Lescaut aurait pris fin dans cet entrepôt. Je suis tombé dans un liquide glacé et collant, l'égout des anciens réservoirs de peinture, une rivière sale et toxique, mais qui nous protégeait du gazalon. Je suis remonté à la surface en toussant. Tout le monde est là ?» Ma voix était rauque. Dans l'obscurité, j'ai entendu 4 « ici ». Nous étions vivants. Pour l'instant. Parfois, pour atteindre le sommet, il faut toucher le fond. Mon uniforme d'amiral était peut-être couvert de boue, mais mon âme n'avait jamais été aussi pure. Aimez la vidéo pour assister au retour de Manon. Ce n'est pas encore terminé. Une demi-heure plus tard, lorsque nous sommes sortis à la surface par une bouche d'égout derrière le marché aux puces de Saint-Ouen, Paris n'était plus reconnaissable. L'aube se levait, mais le soleil ne semblait pas vouloir apparaître. Le ciel était couvert d'une fumée grise. L'électricité était toujours coupée, mais les générateurs de certains bâtiments fonctionnaient. Nous nous sommes arrêtés devant la vitrine d'un magasin d'électronique. Les télévisions de la vitrine fonctionnaient grâce à un générateur de secours et tous diffusaient la même information. Ma photo. En dessous, un gros titre écrit en lettres rouges. Manon Lescaut, traître à la patrie, recherché. Le présentateur parlait avec une fausse tristesse sur son visage. Il est désormais certain que la commandante de la cyberdéfense Manon Lescaut travaillait pour un État étranger et avait planifié la coupure d'électricité de cette nuit dans le but de mener un coup d'État. Son assistant Pierre D a avoué et a dévoyé tout le plan. Lescaut a créé une armée de hackers illégaux appelée Icarus. Gabriel avait tenu parole. Il avait réécrit l'histoire. Il ne m'avait pas seulement tué, il avait effacé mon nom, mon honneur, mon passé. À présent, tous ceux qui regardaient l'écran me détestaient. Si les passants dans la rue m'avaient vu, ils m'auraient lynché. Dubois dit une voix désespérée. « Amiral, c'est trop grave. Comment allons-nous nous en sortir? Personne ne nous croira. » Je regardais notre reflet dans la vitrine du magasin. Une vieille femme couverte de boue, les cheveux en bataille, le visage noirci, à ses côtés un fugitif, un soldat et une mère effrayée. Les criminels les plus recherchés de France. J'ai souri. Ce sourire n'était pas le sourire gentil que j'avais adressé à Lucas pendant le café. Ce sourire était une déclaration de guerre. « Nous n'allons pas nettoyer, Dubois », j'ai dit, sans quitter les yeux de ma photo à l'écran. « Quoi ? Tu sais quelle est la plus grande erreur de Gabriel, Jean-Luc ?» Jean-Luc alluma sa cigarette. Son ego ? Non, le fait qu'il ne puisse pas me tuer. Il pense que je suis morte dans cet entrepôt. Les informations disent que je suis recherchée, mais Gabriel attend que mon corps soit retrouvé. Il célèbre sa victoire en ce moment même. Il a ouvert le champagne et regarde Paris brûler. Sophie serra Léa dans ses bras et demanda « Que va-t-on faire, Manon? Où allons-nous » Vous, dis-je en me tournant vers Dubois, vous emmènerez Sophie et Léa dans un endroit sûr, dans cette vieille ferme en Normandie, Dubois. C'est votre dernier ordre. Je ne vous abandonnerai pas, amiral. Ce n'est pas une demande, sergent. Protégez-les. Dubois, les yeux remplis de larmes, fit salut. À vos ordres. Il emmena Sophie et Léa et disparut dans la rue sombre. Jean-Luc et moi restâmes seuls. 2 fantômes. Et nous ? Demanda Jean-Luc. Que faisons-nous ? Nous rendons-nous ? Nous allons trouver Gabriel, répondis-je. Nous ne savons pas où il est. Le signal était faux. Non, je sais, répondis-je en pointant mon doigt vers l'horizon. C'est moi qui l'ai créé, Jean-Luc. Gabriel n'aime pas les ombres. Il aime la lumière. Il veut se sentir comme un dieu, et à Paris, il n'y a qu'un seul endroit d'où un dieu peut contempler la ville d'en haut. Mon doigt désignait l'immense structure cubique située à l'ouest de la ville, dans le quartier de la Défense, la Grande Arche. C'est le centre névralgique de la nouvelle infrastructure numérique, dis-je, et cette immense antenne relais sur le toit du bâtiment. Gabriel dirige sa propre propagande depuis là-haut. Il a la ville à ses pieds et observe le chaos qu'il a créé.
Y entrer serait suicidaire, dit Jean-Luc. Ce bâtiment est une forteresse. Je sortis de la poche intérieure de ma veste une petite clé USB noire, mouillée, mais toujours en état de marche. Ceci, dis-je, c'est la boîte noire que j'ai conservée lorsque j'ai mis fin au projet Icarus il y a 20 ans. Les rapports psychologiques de Gabriel, les crimes qu'il a commis, les enregistrements audio, tout est là. Des preuves analogiques, pas numériques. Et alors ? Nous allons entrer dans ce bâtiment et nous allons connecter cette clé USB aux écrans géants que Gabriel aime tant. Il me traite de traître à la patrie, je vais lui montrer le reflet du monstre dans le miroir. Toute la France verra la vérité. Jean-Luc sourit. Encore une mission impossible, j'adore. La pluie recommença à tomber. Elle lava la boue sur mon visage. L'amiral Manon Lescaut n'existait plus. Il n'y avait plus qu'une mère qui allait donner une dernière leçon à son fils indigne. Allons-y, Jean-Luc, dis-je. Finissons-en avant le lever du soleil. La grande arche, le visage moderne de Paris, un monument de béton et de verre. Gabriel, au sommet de cet immense cube, regardait la ville comme un dieu. Nous étions 2 fourmis qui grimpaient pour détrôner ce dieu. Les ascenseurs étaient verrouillés, les escaliers étaient équipés de capteurs, mais Jean-Luc avait raison. Chaque système a son point faible, et le point faible de la grande arche, c'était le vent. Lorsque nous avons actionné manuellement l'ascenseur de nettoyage à l'extérieur du bâtiment, le vent nous a propulsés à 110 mètres de hauteur en nous cognant contre les vitres. En bas, Paris tentait de se réveiller dans un nuage de fumée grise. Les sirènes n'arrêtaient pas de retentir. « Nous sommes arrivés au dernier étage, dit Jean-Luc, en tirant le frein de l'ascenseur. À partir de là, c'est à vous de jouer, amiral. Je tiens la porte. » Je l'ai regardé, son sourire espiègle revenait sur son visage. « Je n'ai pas l'intention de mourir, Jean-Luc. Nous boirons du vin ce soir. »« C'est toi qui paies, » dit-il, et nous avons brisé la vitre pour entrer. Le dernier étage, l'Olympe de Gabriel. C'était une pièce stérile, recouverte d'écrans géants, éclairée uniquement par une lumière bleue. Et au milieu de la pièce, face à la vue sur Paris, se tenait Gabriel, une coupe de champagne dans une main, une tablette dans l'autre. Il ne fut pas surpris de nous voir. Il se contenta de sourire. « Tu es en retard, Manon. Tu ne regardes pas les nouvelles? Un mandat d'arrestation a été lancé contre toi. Les policiers sont à l'entrée du bâtiment. Il leur faudra 2 minutes pour monter jusqu'ici en ascenseur. » Il a regardé mes vêtements mouillés, puis la vieille clé USB que je tenais dans ma main. Et il a éclaté de rire. « Quoi? Tu vas m'avoir avec cette petite clé? Le système ici fonctionne en circuit fermé, Manon. Il n'y a pas d'entrée de données depuis l'extérieur. Même les ports USB sont soudés. Les numéros analogiques ne marchent pas ici. » Je me suis approchée de lui, calmement. Mes pas ne trahissaient pas crainte. « Je sais, Gabriel, ai-je dit. Tu étais mon meilleur élève. C'est moi qui t'ai appris à fermer un système à l'extérieur. »« Alors pourquoi es-tu venu? Pour te rendre ?»« Non, répondis-je en m'approchant du panneau de contrôle principal. Je vais à plus te rappeler une leçon que tu as oubliée. Plus un système est parfait, plus il est fragile. » Je ne regardais même pas les ports USB du panneau. À la place, je sortis de ma poche le petit émetteur de signaux magnétiques à bobine de cuivre que Jean-Luc m'avait donné, et j'ai branché la clé USB à cet émetteur. Gabriel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? Un brouilleur? Ça ne me sert pas à rien. »« Ce n'est pas un brouilleur, ai-je dit. C'est un microphone. » J'ai touché l'appareil avec le câble du haut-parleur du système d'annonce d'urgence incendie situé sur le panneau. J'ai juste touché. La grande arche est un bâtiment, Gabriel, ai-je dit, et chaque bâtiment dispose d'un système audio. Je ne vais pas entrer dans vos serveurs, je vais entrer dans le bâtiment lui-même. Les yeux de Gabriel se sont écartés. « Ne fais pas ça », a-t-il crié en tendant la main vers son arme. Mais il était trop tard. Jean-Luc s'est précipité derrière lui et lança un pied de biche dans la main de Gabriel. L'arme tomba sur terre. Pendant qu'il se battait, j'ai appuyé sur le bouton. Parfois, les vérités ne doivent pas être murmurées, mais criées à tue-tête. Aimez la vidéo une dernière fois pour entendre Manon crier à toute la France et assister au coup de grâce de la justice. Vous n'oublierez jamais ce moment. Il y eut un grésillement. Puis, ma voix résonna dans les haut-parleurs géants de la façade de la Grande Arche, sur tous les écrans de la place de la Défense et sur toutes les radios connectées à la fréquence d'urgence. Mais ce n'était pas ma voix actuelle. C'était l'enregistrement vocal sur la clé USB. Un enregistrement datant d'il y a 20 ans. La voix de Gabriel. « Amiral, j'ai vidé les comptes bancaires. La prochaine target, ce sont les hôpitaux? Je me fiche que des gens meurent. Je veux juste sentir le pouvoir. Je suis un dieu, Manon. Je vais tous les éliminer. » La voix résonnait dans tout Paris. La foule sur la place, les policiers,
les journalistes, tout le monde écoutait cette confession venue du ciel. Puis l'enregistrement vocal de Gabriel de cette nuit-là résonna. « Tuez la famille de Pierre, coûtez l'électricité, faites porter le chapeau sur Manon, je veux le chaos. » Gabriel était figé dans la pièce. Sur les écrans géants à l'extérieur, la photo de Manon Lescaut avec la mention « Traître à la patrie » avait été effacée et remplacée par le casier judiciaire et les rapports psychopathologiques de Gabriel dans le cadre du projet Icarus. « Comment as-tu fait ça ?» murmura Gabriel, se débattant dans les bras de Jean-Luc, allongé sur le sol. Je me suis penchée vers le micro. Cette fois, je parlais en direct. Toute la France m'entendait. « Je ne suis pas un traître à la patrie, dis-je. Ma voix était fatiguée, mais fière. Je suis un amiral, et un amiral n'abandonne pas son navire sans l'avoir débarrassé des rats. » Des sirènes retentirent en bas, mais cette fois, elles n'étaient pas pour nous, elles étaient pour Gabriel. Lorsque les forces spéciales enfoncèrent la porte, Gabriel avait déjà accepté sa défaite et était recroquevillé en position fétale sur le sol. Le chef de la police m'a regardé. Il a baissé son arme. « Amiral », a-t-il dit respectueusement, « j'attends vos ordres. » Je redressai ma veste boueuse. « Emmenez-le, dis-je, et libérez Pierre, c'est un héros. » Puis je me suis tournée vers Jean-Luc. « On y va, ai-je dit. »« Où ça ?» demanda le chef de la police. « Vous devez faire une déposition, assister à la cérémonie de remise des médailles. »« J'ai terminé mon travail, dis-je. Ce n'était qu'une pause café qui a interrompu ma retraite. » Une semaine plus tard, c'est un matin ensoleillé à Paris. Je suis dans un petit café tranquille. Devant moi, un croissant chaud et un café frais. À la une des journaux, la cyber-héroïne Manon Lescaut a démissionné. Elle a transmis ses fonctions à son adjoint, Pierre. Pierre sourit sur une photo prise alors qu'il jouait dans le parc avec sa fille Léa. Gabriel a été interné dans une clinique psychiatrique hautement sécurisée. Et Lucas, il est toujours en garde à vue, où il apprend à tricoter. Et Jean-Luc ? Ce matin-là, en sortant de la Grande Arche, il s'est fondi dans la foule et a disparu comme un fantôme. Mais je sais qu'il m'observe quelque part. Peut-être qu'un jour nous boirons ce vin ensemble. Un serveur s'est approché de ma table, un jeune garçon. « Vous désirez autre chose, madame ?» J'ai souri. J'ai sorti mes aiguilles à tricoter de mon sac. « Non, mon garçon, » ai-je répondu. « Juste un peu de tranquillité. Et pourriez-vous éteindre le Wi-Fi, s'il vous plaît ? Les ondes me donnent mal à la tête. » Le serveur m'a regardé avec étonnement, puis a haussé les épaules et est parti, pensant que je n'étais qu'une vieille dame ordinaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis l'amiral dans l'ombre, et je surveille toujours. Et le rideau tombe. L'histoire de Manon Lescaut s'achève ici, mais dans le monde cybernétique, la guerre ne s'arrête jamais. Merci d'avoir suivi cette série du début à la fin, d'avoir respiré avec nous. Si cette histoire vous a touché, partagez-la afin que tout le monde apprenne à ne jamais sous-estimer une vieille dame. À bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, restez en sécurité.